Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Les dossiers de l'écran, Antenne 2, avril 1980. C'est en 1920, à Tours, qu'a été créé le Parti communiste français à la suite d'une rupture intervenue au sein du Parti socialiste qui s'appelait à l'époque la SFIO, c'est-à-dire la section française de l'Internationale ouvrière. À l'occasion des 60 ans du Congrès socialiste de Tours, l'équipe d'Armand Jameau propose aux Français une émission spéciale. Cette rupture est tendue au fait que la majorité des membres de ce parti étaient d'avis de se ranger derrière la bannière de Lénine et du Parti communiste soviétique au sein de la Troisième Internationale et que la minorité était d'avis de ne pas y aller. C'est schématiquement résumé la situation de cette époque-là. Et en 1920, schématiquement, à la tête des minoritaires contre les communistes, Léon Blum. Son discours du Congrès de Tours est un acte de naissance politique. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Dans ce troisième épisode, vous allez saisir combien ce congrès de Tours est essentiel dans l'histoire de la gauche française. D'une part, parce qu'il accouche du Parti communiste français. C'est là que naît le PCF. Debout, les damnés de la terre. Et vous allez comprendre sur quel ressort. Debout, les forçats de la faim. Et d'autre part, Léon Blum y a déployé toute sa vista politique. Citoyens, camarades, ce congrès de Tours demeure sans aucun doute la matrice des fractures de la gauche contemporaine. Et Léon Blum y a tenu un rôle crucial. Héritier de Jean Jaurès, la République nous a donné une arme, le suffrage universel. Il faut nous en servir. Léon Blum s'est levé face à Lénine et a ouvert le chemin d'un socialisme français. mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Troisième épisode, le gardien de la vieille maison. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Léon, défend ton ministère. Un juif? Un juif, oui. Pauvre France. Reprenons notre récit au 31 juillet 1914, jour de l'assassinat de Jean Jaurès. Monsieur Jaurès est mort. Cette mort brutale conduit le mouvement socialiste, dont Léon Blum, à renoncer au pacifisme. On avait eu espoir, chez les socialistes, qu'une grève générale des ouvriers empêcherait la guerre en Europe. Aujourd'hui, la paix est entre les mains des peuples, entre nos mains. Dis-nous ce qu'il faut faire. La grève générale. Les ouvriers allemands n'ont pas plus envie que nous de prendre un fusil. Union dans le refus. Or, après la mort de Jaurès, c'est fini. Tout le monde sait qu'on va au conflit. Grève générale, camarades, pour que les bruscons en profitent et nous tombent dessus. Et les socialistes français décident de s'allier à la bourgeoisie pour faire la guerre nationale et défendre la République. Ce soir, l'heure du pacifisme est passée. Nous ne devons pas entraver l'action du gouvernement. C'est ce qu'on a appelé l'union sacrée. Sacré, comme ce qui est grand, inviolable et presque surnaturel. Expression employée dès le 4 août 1914 par le président Poincaré et expliquée à la Chambre des députés par Aristide Briand en octobre 1915. Messieurs, vous n'attendez pas de nous une longue déclaration. Nous sommes en guerre. L'heure est aux actes. Des hommes venus de tous les partis, oublieux de la diversité des opinions qui a pu autrefois les séparer,
se sont rapprochés avec pour unique préoccupation la défense nationale et pour but la victoire. Donc, dans l'esprit de cette union sacrée, les socialistes de la SFIO ont accepté d'entrer au gouvernement avec la droite. Et ils ont obtenu 3 ministères, dont celui des travaux publics, confié à Marcel Samba, que Louise Weiss a bien connu. Marcel Samba était un homme un peu trapu, avec une barbe assez soignée. Il portait des binocles. Il était artiste dans l'âme, sensible comme tout. Et il habitait une petite maison avec un jardin à Bonnières-sur-Seine. Marcel Samba était un homme d'une culture extraordinaire. C'était un humaniste, c'était un classique. Il savait parfaitement le latin et le grec. Marcel Samba vient plutôt de l'aile gauche du Parti socialiste, mais comme beaucoup, il s'est rapproché d'une sorte de centre. Pascal Horry, historien et membre de l'Académie française. Et il a clairement joué, lui aussi, la carte de l'union sacrée. Et comme il a, d'ailleurs, comme Blum, une certaine surface intellectuelle, c'est un écrivain, c'est un amateur d'art, sa femme est artiste, Marcel Samba. Les deux hommes se rejoignent. Samba, lui, est déjà un élu, c'est un dirigeant de la SFIO, il devient ministre, mais il fait appel pour diriger son cabinet à Léon Blum. Et à partir de ce moment-là, Léon Blum, qui se met en congé du Conseil d'État, premièrement, et qui se rapproche évidemment des débats au sein d'un parti socialiste transformé complètement par l'expérience de la guerre, on peut dire que c'est désormais la politique qui est l'étoile de son chemin. C'est ainsi qu'en août 1914, au tout début de la guerre, Léon Blum entre au gouvernement comme directeur de cabinet de Marcel Samba. Précisons au passage 1m71 que Léon Blum n'est pas mobilisable. 57 kilos, bon pour le service. Suivant. Il est myope et donc inapte au combat. Contrairement à ce que diront plus tard les antisémites, qui en feront un juif planqué dans un ministère. Par ailleurs, en 1914, Léon Blum est partagé entre 2 femmes. Son épouse Lise et sa maîtresse, Thérèse Pereira. Quand Léon Blum, à 42 ans, devient directeur de cabinet de Marcel Samba et donc fait son entrée quelque part en politique, eh bien il y a Thérèse derrière. Dominique Missika, historienne. Il y a Thérèse qui est pour, qui aime le combat, qui est engagée, même si elle n'est pas une militante. Il faut pas en faire une militante et une suffragette, loin de là. Elle devient infirmière pendant la Grande Guerre, donc elle a un sens du politique, elle a un sens de la société et de son rôle dans la société. Les premiers mois au sein de ce ministère, où il faut gérer entre autres les transports publics et l'approvisionnement des civils, 2 dossiers cruciaux en temps de guerre, Léon Blum excelle dans son rôle. Mais en décembre 1916... Après le Conseil des ministres, Briand apporte au président de la République la démission de tout le cabinet. Marcel Samba quitte le gouvernement et quelques mois plus tard, les socialistes de la SFIO décident de rompre avec l'Union sacrée. Exaspérés par l'enlisement de la guerre aux dépens des travailleurs, nous sommes les sacrifiés et attirés par la révolution socialiste russe de février 1917. Le tsar est en prison. Lénine est à Moscou. La guerre civile a éclaté. Cependant, Léon Blum, lui, dans un grand discours en mémoire de Jaurès, émet déjà quelques réserves. Léon Blum, discours en mémoire de Jaurès, 31 juillet 1917. Une révolution vient d'éclater en Russie. Socialiste par son origine, par son mode d'action et par son objet. L'expérience nous a prouvé, presque immédiatement, que l'objet même de la révolution serait compromis
si le gouvernement n'était pas constitué sous la forme républicaine. Quand il dit républicaine, Léon Blum veut dire démocratique. Autrement dit, il s'inquiète de la dictature des soviets. Et ensuite, il se place sous l'égide de Jaurès. Jaurès a compris le premier que dans l'état actuel de la société, certaines réformes pouvaient avoir une valeur révolutionnaire. La réforme est révolutionnaire, la révolution est réformiste. Blum met en avant l'héritage de Jaurès, l'homme qui a unifié le parti. Car à la sortie de la guerre, les socialistes sont divisés. Alors les socialistes sont en difficulté, parce qu'effectivement, en 1914, ils entrent dans l'Union sacrée d'emblée, à la suite de l'assassinat de Jean Jaurès. Olivier Dard est historien. Mais cette union sacrée, ils vont la quitter pendant la guerre, faire cavalier seul et donc se retrouver quelque part, je dirais, non pas en marge de la communauté nationale, mais malgré tout dans une position plus critique vis-à-vis effectivement de cette union sacrée. Car en réalité, la participation des socialistes à l'union sacrée n'allait nullement de soi, puisque la SFIO s'était construite, comme d'ailleurs les sociaux-démocrates allemands, avant 1914, sur l'idéal pacifiste, avec la conviction que l'internationale socialiste était en mesure d'empêcher la guerre. La grève générale devait empêcher la guerre. La réalité fut très différente, la guerre s'est déclenchée, et les sociaux-démocrates, en Allemagne, ont soutenu les gouvernements, et ce fut la même chose en France. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et au sein de la SFIO, certains regrettent la participation au gouvernement d'union sacrée, car ils ont le sentiment d'avoir trahi les travailleurs. Oh non, la classe ouvrière, elle a été trahie par ses chefs. La patrie en danger. Et allez donc. Aïe, aïe, aïe. Et puis, ce n'est pas tout. Ajoutons à cela l'importance des révolutions russes de 1917. La première, bien sûr, celle de février, mais surtout celle d'octobre, qui a été un succès, puisque elle a renversé, non seulement elle a renversé le tsar, mais il avait déjà été renversé évidemment depuis février, mais elle a instauré véritablement en Russie un régime qui se voulait socialiste. Et au lendemain de la guerre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la naissance d'une troisième internationale, ce qu'on va appeler le Comintern, en 1919, pose très clairement aux socialistes européens, et pas seulement français, la question de savoir, au fond, premièrement, s'ils veulent rejoindre cette nouvelle internationale, et deuxième élément très important, rejoindre cette nouvelle internationale. Pourquoi ? Parce que les bolcheviks, menés par Lénine et Trotsky, considèrent que le socialisme ouest-européen a fait faillite. Finalement, a fait faillite en jouant le jeu de l'union sacrée, en n'empêchant pas la guerre et en n'ayant pas, à la sortie, si je puis dire, la révolution, puisque c'est une république parlementaire et le bloc national en particulier, dominé par les droites, qui se retrouvent en France aux commandes en 1919. Messieurs les députés de la République, l'armistice a été signé ce matin à 5 heures par le maréchal Foch, l'amiral Wimmis et les plénipotentiaires allemands. Le lendemain de la guerre de 1914 ne répondit pas à l'immense espoir qu'avait fait naître notre victoire. Paul Boncourt, socialiste, ancien président du Conseil. On avait dit aux 1500 000 morts qui étaient morts pour elle, à tous les poilus qui pendant 4 ans avaient souffert dans les tranchées, on ne reverrait plus la guerre, ni la haine, ni la misère. Il fallut en revenir. Chacun a sa part de responsabilité dans les déceptions qui suivirent. Les conservateurs ne comprirent pas que cette guerre était non seulement une guerre, mais une révolution qui devait entraîner des transformations profondes. Les socialistes
malgré mes efforts, se renfermèrent dans une noble intransigeance. En 1919, ont lieu en France des élections législatives. La SFIO ne conserve que 68 députés. C'est donc le triomphe des partis conservateurs réunis au sein de ce qu'on appelle le Bloc national. Ce Bloc national, il faut comprendre qui il inclut, qui il exclut. L'historien Olivier Dard. Il inclut les droites parlementaires, avec comme homme fort la figure de Georges Clemenceau. Ce Bloc national, il inclut toutes les droites, sauf, précisons-le, l'Action française. L'Action française, même si elle avait rallié l'Union sacrée, se voit exclue du Bloc national parce qu'elle était anti-républicaine. Alors qu'à l'inverse, un nationaliste comme Maurice Barrès va être un député du Bloc national. Sur le centre et le centre-gauche, le Bloc national inclut le Parti radical. Les radicaux font à ce moment-là partie du Bloc national. Et, de fait, les socialistes se retrouvent seuls et donc vont se retrouver quelque part marginalisés. Les socialistes sont donc divisés et marginalisés. Le parti est affaibli, mais pour la première fois de sa vie, Léon Blum est élu député de la République. La parole est à Léon Blum. Dans la débâcle socialiste, il a gagné dans une circonscription de Paris, soutenu par son épouse, consciente de la situation. Lettre de Lise Bloch à Léon Blum, 1918. Mon petit Léon, j'ai beaucoup pensé à toi ces temps-ci. Je crois que le socialisme en France a besoin d'un homme et que tu peux être cet homme. Et peut-être es-tu le seul à le pouvoir. Je prêche contre moi-même, puisque ce socialisme n'est ni mon rêve, ni ma foi. Mais puisqu'il est le tien, Arrive alors l'année 1920. Le 18e congrès national de la SFIO est prévu pour la fin décembre, à Tours, en Indre-et-Loire. Au programme, une question fondamentale. La vraie question qui était posée au congrès de Tours, c'était... Ilan Greilsheimer est historien et biographe de Léon Blum. Est-ce que le socialisme de Lénine est celui dans lequel nous croyons? Bon, une grande partie des gens ont dit oui, on doit aller avec celui qui a réussi à faire le socialisme dans son pays. C'est le premier qui a fait cette révolution. On va avec lui, on accepte ses conditions et nous sommes d'accord avec lui. Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. Les socialistes s'interrogent. Doivent-ils rejoindre Lénine au sein de la 3e internationale ouvrière? Pour ça, il faut accepter les 21 conditions d'adhésion qu'impose Moscou. Un peu de silence, s'il vous plaît. Camarades, je suis chargé par le bureau de la section de vous lire les 21 conditions. Les conditions sont radicales. Elles proposent une organisation autocratique et elles suscitent une fracture au sein des militants. Créer des organisations clandestines, épurer le parti, préparer la guerre civile, soutenir sans réserve les républiques soviétiques, tout ça c'est inacceptable. Si certains socialistes s'inquiètent, d'autres sont convaincus de la nécessité de rejoindre Lénine. Ce parti socialiste a été rongé depuis sa création par l'arrivisme de politiciens bourgeois qui l'ont dirigé. N'oubliez pas qu'il a participé à l'Union sacrée en 1914. Et même des socialistes comme Marcel Samba ont été ministres jusqu'en 1917. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain.
Le congrès de Tours va être un peu le modèle des congrès qui vont fracturer les partis socialistes à travers le monde. Pascal Horry. Avec toujours le même résultat, le parti socialiste unifié de tel pays éclate en un parti de fait communiste et un parti qui reste socialiste, avec très souvent une majorité aux communistes. Parce que les nouveaux militants socialistes sont devenus farouchement pacifistes, voire anti-militaristes. Plus jamais ça. La grande raison pour laquelle d'ailleurs la France est parcourue de ce mouvement jusqu'en 1939, elle est très simple, les monuments aux morts. Ce pays n'a pas envie que ça recommence. Et c'est donc par pacifisme, on l'oublie souvent, principalement qu'on adhère au communisme. Alors effectivement, c'est aussi la réalisation, enfin, de la fameuse révolution sociale du Grand Soir, mais c'est second. C'est second. Et ça se verra bien dans le fait que beaucoup de ces socialistes qui vont choisir de devenir communistes au Congrès de Tours repartiront ensuite. Le Parti communiste sera souvent simplement un lieu de transition, mais ils ne peuvent pas rester dans une organisation qui semble donner raison à une union sacrée qui désormais apparaît comme une forme de trahison pour le prolétariat, qui a été envoyé à la boucherie, etc. Nous sommes les sacrifiés. Au congrès de Tours, le 25 décembre 1920, 285 délégués de la SFIO se réunissent à la salle du Manège, rue Nationale. Au nom du Conseil national, je déclare ouvert le congrès du parti. Lorsque Léon Blum arrive à Tours, au sein du parti, on sait très bien ce qu'il pense des 21 conditions. Blum a bien pointé que ce qui est le grand problème, c'est que les 21 conditions qui ont été rédigées principalement par Lénine à Moscou sont des conditions qui révolutionnent le fonctionnement du parti. C'est un principe de fonctionnement explicitement qualifié de militaire du parti, avec une perspective de prise du pouvoir par la force, la vieille tradition de Blanqui, et Léon Blum est tout ce qu'on veut, mais certainement pas de cette famille socialiste-là. Léon Blum n'est pas blanquiste. Autrement dit, il ne souhaite pas prendre le pouvoir par la force. Quand Léon Blum va prendre la parole à Tours en décembre 1920, il sait qu'il est minoritaire. Les partisans de l'adhésion à la Troisième Internationale sont déjà majoritaires. Au fond, le discours de Léon Blum, qu'aujourd'hui on relit avec passion, parce que d'une certaine façon on se dit il a tout compris et la suite lui donnera raison, à l'époque est inaudible, puisque la majorité ne veut certainement pas l'entendre. C'est un discours pour l'histoire. Moscou exige l'abandon de tout ce que nous sommes depuis Jaurès. Est-ce là le parti que nous avons connu? Non! Quel parti, Blum? Un parti vendu à la bourgeoisie? Le parti des ouvriers, camarades. De la démocratie, de la République. L'appel aux masses. Et pas cette petite avant-garde disciplinée et putschiste que veut Moscou. Parlons clair. La volonté de Lénine, c'est la conquête du pouvoir par la force, comme en 1917. Son objectif, c'est la révolution mondiale par la violence. Je suis, moi aussi, partisan de la dictature du prolétariat, mais cela ne signifie pas que je renonce au combat pour la démocratie et les libertés. Au contraire. Le discours est un modèle où on retrouve tout Blum, tout ce qu'il était et tout ce qu'il va devenir. Frédéric Salabarou, ancien conseiller d'État et biographe de Léon Blum. D'abord, il dissèque la réalité du léninisme. C'est un régime autocratique, dictatorial, qui emprunte les habits du socialisme, mais qui en réalité ne l'est pas. La deuxième chose, c'est qu'il va démonter les 21 conditions en disant « vous êtes prêts, sans vous en rendre compte ou en considérant que ça ne s'appliquera pas, à accepter ces 21 conditions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire fonctionnement non démocratique. Est-ce que vous mesurez bien ce à quoi vous allez vous engager ? Et puis, ensuite, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est le passage du « nous » au « je », c'est-à-dire que tout le discours est « nous ne pouvons pas, nous devons avoir conscience ». Et puis, ensuite, il dit « nous savons bien que vous allez partir, mais il faut bien que quelqu'un, au sens « je », garde la maison ».
Et donc là, c'est l'affirmation du moi par Blum, du moi de chef, et il dit, compte tenu des circonstances, il faut qu'un homme se révèle à l'intérieur d'un homme. Et donc, il est dans cette logique de transfiguration, ce passage au jeu et à cette logique de chef qui rejoint le courage de Léon Blum depuis le début. C'est un grand courage physique, parce qu'il faut quand même avoir vraiment quelque chose dans le ventre pour se lever et aller affronter indirectement Lénine au sommet de sa puissance dans ce discours. Et puis ensuite, il y a toute l'intelligence et l'humanisme de Blum au final du discours, en disant « Gardons-nous des mots définitifs, des mots qui fâchent, des mots qui divisent, parce que un jour, nous devons pouvoir nous retrouver. » Et donc là, on retrouve la boucle, qui est la boucle vers l'unité. C'est un discours vraiment à montrer dans les écoles du discours politique, où on voit bien, il faut à la fois du fond, de l'analyse, de la perspective historique, un positionnement clair, et puis voilà, l'affirmation aussi d'une identité, celle d'un chef. C'est en ça que c'est un acte de naissance profond et qu'il est aussi essentiel dans l'histoire du mouvement socialiste. Léon Blum refuse le chemin léniniste et se propose d'être le gardien de la vieille maison socialiste. Pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Un grand nombre de militants s'exaspèrent, comme Daniel Renoux, futur maire communiste de Montreuil. Je déclare, après le discours provocateur de Blum, qu'il est impossible que des socialistes vraiment révolutionnaires puissent cohabiter dans le même parti que Léon Blum. Blum, dès 1920, voit dans le léninisme et dans la Troisième Internationale une sorte de prise de pouvoir par la violence, par la force, qui augure nécessairement de la naissance d'un État despotique, d'un État autoritaire. Pierre Birnbaum est historien et biographe de Léon Blum. Blum dénonce à l'avance, nous sommes en 1920, tout le devenir de l'Union soviétique et de la postérité léniniste à travers l'omnipotence d'un parti unique qui réduit par la violence toute autre forme de pensée jusqu'à réduire l'existence physique de ses adversaires. Blum n'accepte pas cette voie-là, et dans cette phrase célèbre, il dit « Il faut bien que quelqu'un garde la vieille maison ». Et cette vieille maison, c'est celle de Jaurès, c'est celle du pluralisme, de la démocratie, de la liberté, de l'État républicain, et au fond de l'imagination intellectuelle. Blum est l'homme, au fond, de la synthèse entre la République, la démocratie et le socialisme. Voici le résultat du vote. À la fin du congrès, le vote des militants est sans appel. Pour la Troisième Internationale communiste, 3208 voix. Contre la Troisième Internationale communiste, 1022 voix. De ce congrès de Tours est né un nouveau parti, le Parti communiste français. Alors certes, Léon Blum a perdu, mais il s'est clairement positionné. Léon Blum, 1919. C'est de Jaurès que je tiens tout ce que je pense et tout ce que je suis. J'ai le droit de me porter comme héritier légitime de sa pensée. Au début des années 1920, Léon Blum est donc député de la SFIO, un parti qui a perdu une large majorité de ses adhérents devenus communistes. Par ailleurs, le quotidien L'Humanité Demandez, lisez l'Humanité, organe central du Parti communiste français, est passé aux mains du PCF. Bonjour camarades. En 1922, Léon Blum a 50 ans
Il est donc isolé et affaibli à la Chambre des députés. L'horizon est très brumeux. Léon Blum n'est pas grand-chose dans l'organigramme du Parti socialiste et ses filles maintenus, si affaibli après le congrès de Tours. L'historien Pascal Horry. Il est élu de la Seine, mais il ne pourra pas le rester, et ce n'est qu'à la fin des années 20 qu'il pourra être installé dans une circonscription qui, dans un régime parlementaire, est quand même essentielle. Vous ne pouvez pas vraiment être un dirigeant politique sans être élu du peuple. Il faut penser à ça. Sous la Ve République, c'est déjà plus rare. Il devient le directeur politique du quotidien Le Populaire, qui fait jeu égal avec l'Humanité, qui parfois a des tirages supérieurs à la fin des années 20. Et Léon Blum tient fermement jusqu'en 1940 là-bas, comme directeur politique. C'est là que peu à peu il s'affirme. Et Le Populaire, c'est Léon Blum. Le Populaire devient sa tribune. Il y écrit tous les jours. Ou bien il faisait l'article chez lui, ou bien il le faisait à son banc de la Chambre des députés, ou bien, très souvent, il venait au journal et il le faisait. Daniel Meyer, un intime de Blum, s'en souvenait très bien. Et c'est assez curieux de voir la page de l'article de Léon Blum. Il n'y avait pas une seule rature. Et c'est le métier probablement auquel il tenait le plus, puisque vous vous souvenez peut-être que lorsqu'il a témoigné au procès Pétain et qu'on lui a demandé sa profession, lui qui avait été au Conseil d'État, président du Conseil, etc., a répondu « journaliste ». Franchement, son autorité, j'allais dire, elle est rhétorique, elle est symbolique, elle est intellectuelle. C'est un vrai intellectuel, et ce qui est presque surprenant, c'est qu'il soit devenu le vrai dirigeant de son parti. Mais c'est pratiquement unique dans l'histoire. Franchement, c'est pas du tout une carrière de dirigeant de parti. Mais Léon Blum va, à partir de la fin des années 20, s'affirmer, alors que paradoxalement, il n'écrit plus que ses chroniques. Alors effectivement, il s'astreint, lui, qui pouvait se rêver Barrès ou Stendhal, eh bien, il écrit quand même tous les jours, mais un éditorial politique dans le Populaire. Alors, évidemment, le style de cet éditorial laisse entendre qu'on a affaire à un vrai écrivain. Enfin, quand même, c'est vrai que c'est presque paradoxal, mais je pense que ça dit beaucoup de choses sur Léon Blum, mais aussi sur les socialistes qui acceptent d'avoir un tel leader. Et ce leader socialiste prend des positions politiques tranchées, notamment contre le traité de Versailles. Nous pénétrons dans la galerie des glaces. En face de nous, la grande table installée pour la signature me fait penser à une guillotine. Ce traité de 1919, entre les Alliés vainqueurs et l'Allemagne vaincue. De chaque côté de la porte, les gardes républicains rengainent leurs sabres dans leurs fourreaux avec un claquement sec. Régulièrement, dans ses éditoriaux du Populaire, Léon Blum s'attaque au traité de Versailles. Pour quelle raison ? La tradition de l'essentiel de la gauche, en tout cas de la gauche socialiste, est d'être critique à l'égard du traité de Versailles, en considérant que ça a été un traité justement de l'injustice du vainqueur à l'égard du vaincu. Toujours cette préoccupation. Il faut ajouter que Léon Blum a une fréquentation de la culture allemande extrêmement respectueuse de cette culture. C'est quelqu'un qui a une vraie empathie internationaliste, et pour lui, effectivement, il n'y a pas de raison d'humilier le peuple allemand. Il faut distinguer le peuple et le dirigeant. Donc ça, c'est dans une logique qui nourrit ce pacifisme qui est très présent, par exemple, chez beaucoup de fonctionnaires français, et surtout chez les enseignants, et surtout chez les instituteurs. Quelle est la grande force pacifiste française à l'époque? C'est le syndicat national des instituteurs. Bon, il est aux premières loges, Blum, et il voit bien que c'est un peu trop, quand même. Le vainqueur met sous son talon de fer le vaincu. La droite nationaliste et les milieux militaires, dont Philippe Pétain, bien sûr, méprisaient ce député socialiste qui s'insurgeait contre le traité de Versailles. Leur mépris aurait été plus féroce encore si ces milieux conservateurs avaient eu vent de la vie privée de Léon Blum, député parisien, tiraillé entre ces deux femmes. Léon et Thérèse filent le parfait amour. Et puis, ce qui devait arriver, c'est que Lise, l'épouse bafouée, découvre son infortune. Dominique Missika. Je pense que Lise commence par imaginer que c'est une liaison passagère,
et que son mari va s'en détacher. Mais il va lui dire non, c'est sérieux. Et Lise va évidemment être effondrée et brisée par cette liaison. Lettre de Lise Bloch à Léon Blum, 30 juillet 1925. Tu me demandes comment je vis. Je vis avec la préoccupation et l'angoisse à peu près constante de ce que va être mon existence. Je suis décidée à ne plus lutter. Je me sens si épuisée par la continuation et le recommencement des mêmes heures, des mêmes blessures, que je n'ai plus le courage de les affronter. Petit Léon, je ne peux rester près de toi plus longtemps. En 1925, excédée et blessée, Lise Blum quitte le domicile familial. Mais rien ne change réellement dans ce couple à trois. Léon Blum se refuse à divorcer, alors que Thérèse, elle, n'hésite pas. C'est là aussi où il y a une sorte de déséquilibre dans ce couple, c'est que Léon Blum, au fond, est entouré de femmes qu'il aime, qui lui sont dévouées, qu'il aime vraiment, qu'il respecte, sans aucun doute, mais lui ne va pas rompre cet équilibre bourgeois. Il va garder son foyer tel qu'il est et faire admettre à Lise que, eh bien, il y a une autre femme aussi. Et Lise va essayer de conquérir son mari. Elle va évidemment alterner des crises d'angoisse, de dépression, de neurasthénie, on dirait à l'époque. Elle part en cure souvent pour se rétablir. Léon Blum l'accompagne, mais quand il l'accompagne à Cauterets ou autre, il s'empresse d'aller à la poste pour envoyer une lettre à Thérèse. Allez, en route. Une liaison amoureuse avec Thérèse Pereira, militante socialiste qui pousse son amant à l'action politique. Je crois qu'il ne faut pas donner à Thérèse un rôle politique qu'elle n'a pas eu. Ça serait une erreur. En revanche, c'est une accompagnatrice, c'est-à-dire elle accompagne Léon Blum dans sa conquête du pouvoir. La parole est à Léon Blum. C'est quelqu'un qui joue ce rôle de soutien. Elle l'encourage. C'est vrai qu'elle s'inscrit à la SFIO, à la section du 16e arrondissement, ce qui m'a toujours beaucoup plu. Ça marque quand même sa conscience politique. On ne peut pas non plus lui enlever ça. Elle a une conscience politique. Elle défend les idées de Léon Blum. Elle était prise de justice. Elle a vu les dégâts de la guerre, la misère des blessés, la pauvreté. Donc, elle est sensible au combat de Léon Blum. Thérèse, salut. Il y a encore beaucoup d'ouvriers à la SFIO? Autant qu'au PC, mais dans notre section, c'est plutôt des employés, des fonctionnaires, des cheminots. Quelques femmes. Hein. Vous venez? Oui. À plus tard, oui. Depuis l'enfance, Blum est pur parisien. Rue Saint-Denis, lycée Henri IV, rue d'Ulm, boulevard Montparnasse, les théâtres, le Conseil d'État, le Palais Bourbon. Mais voici du nouveau. En 1929, à Narbonne, vieux fief socialiste, s'offre un siège à pourvoir. Eugène Montel, instituteur, enfant du pays, candidat tout désigné, propose alors à Léon Blum de lui laisser sa place pour qu'il revienne au Parlement à la tête de ses troupes. En 1928, Léon Blum a un problème politique majeur. Il a été battu aux élections législatives à Paris par Jacques Duclos, le candidat communiste. Le milieu ouvrier du 20e arrondissement a donc rejeté Léon Blum et il doit vite retrouver un poste de député qui constitue sa légitimité politique. Car souvenez-vous qu'il n'est pas le patron de la SFIO, il est le patron du groupe des députés. Donc, il doit être réélu s'il veut continuer à peser. Et c'est là, en 1929, que la Fédération socialiste de Narbonne, dans le sud de la France, propose à Blum d'être leur candidat à une élection législative partielle, puisque leur député vient de mourir. Léon Blum accepte
et s'engage dans la campagne électorale. Camarades, mes chers amis, La greffe n'était pas du tout évidente et Léon Blum s'emploie beaucoup pour qu'elle réussisse et elle va réussir. Olivier Loub est historien. Au point qu'il est élu dès le premier tour et qu'il sera réélu en 32 comme en 36 au premier tour dans cette circonscription de l'Aude. C'est une vraie implantation réussie. Et il fait ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il vient, il lève le verre avec les vignerons. Alors, la réputation de Blum, buveur d'eau, est contrebalancée par le fait qu'il partage ses banquets républicains, qu'il va aussi, sur les temps de Leucate, manger le poisson, etc., etc. Il fait tout ce qu'il faut, il le fait bien, et il le fait avec un humour particulier aussi. Une anecdote est très connue à Vinassan, un petit village donc très viticole. Il y a là une femme qui annonce les réunions publiques. Et cette Larette rencontre Léon Blum et lui dit « C'est moi qui vous ai annoncé ». Mais simplement, elle le dit pas comme ça, elle le dit avec un occitanisme. Elle dit « C'est moi qui vous ai enchanté ». Vous êtes encantat. Et c'est un faux ami, évidemment, de l'occitan vers le français, ce encantat qui devient enchanté, au lieu de dire annoncer. Et Léon Blum, qui ne comprend pas d'abord, demande à Eugène Montel qui est à côté « Mais qu'est-ce que ça signifie ?» Et lorsqu'il comprend, il dit « Merci madame, c'est moi qui suis enchanté. » Donc, il va réussir par ce travail, mais qui est aussi, qui reflète sa nature, à s'implanter dans ce terroir. Et il devient, à la Chambre d'ailleurs, le meilleur porteur des revendications viticoles. Il soutient toute une série de projets, il va permettre des indemnisations à la suite d'inondations. Alors, il fait le boulot. Il ira même jusqu'à avoir l'idée, avec les socialistes, d'un office national du vin, qui devait suivre l'Office national du blé et qui n'aura pas le temps de s'installer pour une raison de conjoncture de vente vitivinicole. Je vous avoue que nous avons été, les jeunes, particulièrement catastrophés par cette arrivée de Léon Blum. Aimé Huc, militant socialiste de Narbonne. Léon Blum, pour nous, c'était l'homme des articles du Populaire, c'était l'homme qui avait pris les positions socialistes que nous défendions avec acharnement, mais que nous avons vu l'homme, un grand bonhomme mince, un visage effilé, un lorgnon toujours branlant qu'il s'efforçait de raccrocher, une petite voix fluette, largement couverte par la maigre circulation de l'époque. Nous avons dit qu'est-ce que ça va donner dans les réunions publiques. Jamais nous n'obtiendrons le silence. Et puis, lorsque nous avons vu les premières réunions, nous avons été nous-mêmes complètement sidérés parce que dès qu'il commençait à parler, les gens qui étaient autour de lui commençaient à se taire. Et puis ce silence s'étendait jusqu'au fond de la salle. Et les démonstrations étaient irréfutables même pour les adversaires. Il prévoyait les objections, il y répondait à l'avance. Et tout d'un coup, quand on avait vraiment l'impression que c'était fini, que c'était irréfutable, eh bien, à ce moment-là, il y avait une ovation générale, adversaires, amis, tout réunis, ça coulait sous les applaudissements, et on ne peut pas dire que Léon Blum cherchait l'applaudissement. Il avait déjà commencé sa phrase suivante, il s'arrêtait comme stupéfait qu'on applaudisse ces choses qu'il disait lui, tout simplement, tout banalement, vous voyez, c'était quelque chose de vraiment impressionnant. Il existe des photos, Olivier Loub, d'un Léon Blum en campagne à Narbonne, des photos assez, spectaculaires dans la rencontre d'un Parisien et d'une population du sud de la France. Est-ce qu'on peut décrire une de ces photos que vous avez sous les yeux ? Oui, alors il se trouve que l'organe des socialistes dans l'Aude, qui s'appelle la République sociale, couvre évidemment les campagnes de son leader. La presse socialiste locale fait le travail et du coup elle nous livre une série de documents photographiques, en particulier un qui se situe lors de la campagne en 1929, où on voit un Léon Blum incroyablement fidèle à lui-même, ce Parisien avec son chapeau si reconnaissable, hein. Il est habillé comme un milord, c'est-à-dire qu'il a un costume croisé avec une cravate au dernier cri, un par-dessus, les chaussures, il est le seul quasiment sur la photo à avoir les chaussures parfaitement cirés, non point que les autres soient mal habillés, mais ils sont habillés dans leur contexte, et Léon Blum apparaît comme un élément ajouté. Et pourtant, tout ce monde-là sourit, l'entoure. Ce que l'on sait, parce que c'est décrit par les gens de l'époque et les témoins postérieurs, c'est combien ils étaient à la fois heureux d'avoir ce leader national,
représentant leurs 2 cantons de Narbonne et de Coursan, et combien la sauce a bien pris, hein. Et on le voit, et cette photo, on y voit aussi des gamins, hein, qui semblent sortir de l'école avec à la main leur manuel, dans des espadrilles qui sont pas en excellent état, ou des godillots, et on voit bien que tout ça fonctionne. Ce qu'on voit aussi, malgré tout, et ça c'est intéressant, il n'y a pas une femme sur cette photo, et ça, malgré tout, pour l'historien, ça donne beaucoup de sens à ce qu'étaient les campagnes politiques dans ce suffrage universel masculin. Élu, Léon Blum devient un député très populaire dans la circonscription de Narbonne. Demain matin, 11h42, gare d'Austerlitz. Pour le socialisme, pour le parti, bip bip bip. Bip bip bip. Oui, c'est bruyant. Je suis dans un café, il y a plein de jeunes. Tu me manques, Thérèse, je t'embrasse. Pour Léon Blum, bip bip bip. Blum retrouve la Chambre des députés. La parole est à Léon Blum. Mais il perd Lise, sa femme, qui meurt en 1931. Un an plus tard, il se remarie avec Thérèse Pereira, sa maîtresse depuis 1911, et ils emménagent ensemble. Ils habitent au cœur de l'île Saint-Louis, dans un très joli appartement. Il y a un ameublement qui est très élégant. Et c'est assez amusant de penser que Léon Blum, quand il sera à la tête du Front populaire, refusera d'aller habiter à Matignon, restera dans son appartement. C'est une image que tous les visiteurs se souviennent. Léon Blum dans une belle robe de chambre style molineux en soie, avec un foulard, recevant chez lui. Quand j'ai fait des recherches sur Thérèse Blum, j'étais absolument émerveillée de trouver que Thérèse commandait son thé chez Daman, du lapsang souchong, sa choucroute chez Beaufinger, et achetait les chapeaux pour son mari chez Bertheil, et je sais plus trop quoi aux Galeries Lafayette. Une fois de plus, Léon Blum et Thérèse ont un goût du beau, jamais tape à l'œil, bien sûr. Ils sont meublés style Jean-Michel Franck, qui est un décorateur très à la mode à l'époque. D'ailleurs, Thérèse ayant ouvert une boutique de décoration est évidemment soucieuse de la concordance des couleurs, des matières. Quand on vous écoute, Dominique Missika, nous raconter cette vie bourgeoise au cœur de l'île Saint-Louis du couple Blum, ça nous fait penser qu'ils sont l'incarnation, ce couple, qu'il n'est pas impossible dans la vie d'avoir le goût du beau, du luxe, et de promouvoir une politique généreuse, avoir le goût du beau et le goût des autres. C'est-à-dire que ce couple-là, en effet, vit dans un monde assez merveilleux, assez confortable, néanmoins avec toujours en tête l'idée d'une politique de générosité. Oui, c'est ce qui m'a toujours impressionné, parce que au fond, Léon Blum, qui a tout l'air d'un grand bourgeois, qui en a, je dirais, l'allure, la démarche, le comportement, le mode de vie, comme vous le dites, eh bien, c'est un homme qui sait parler et qui aime parler aux ouvriers, aux paysans, à tout le monde. Et il reçoit des lettres, et c'est ça aussi qui est frappant, de partout, de toute la France, au temps du Front populaire, qui lui disent « Merci Léon », mais des ouvriers de Renault de chez Boulogne-Billancourt, des paysans de, je sais pas moi, de la Creuse. Et en fait, ils sont tous les deux épris de justice sociale. Et donc, ce n'est pas antinomique d'être bourgeois et d'avoir le souci, et ils vont vraiment, Léon Blum passe sa vie, ses journées, ses samedis, ses dimanches à arpenter la France, à faire des meetings, à rencontrer des députés, des maires, des ouvriers, des paysans, des instituteurs, des professeurs. Il ne ménage pas sa peine avec cette voix. C'est ça aussi qui m'a toujours frappée, c'est qu'il a une voix extrêmement frêle, assez fluette. Et c'est un tribun incroyable. Comment fait-il ? Eh bien, je pense que le public sait qu'il est sincère et que quand il s'adresse à lui, eh bien, il ne ment pas. Voilà, je crois que c'est ça qui fait sa force. Au début des années 30, Léon Blum a pris de l'épaisseur. Monsieur Léon Blum, leader du Parti socialiste. Il a 60 ans, il a été élu 3 fois député, et ses adversaires conservateurs commencent à s'en méfier.
Léon Blum est repéré peu à peu, à la fin des années 20. On comprend bien à droite qu'il devient l'un des leaders, voire le leader du Parti socialiste. Pascal Horry. Il est quand même assez vite moqué, parce qu'il paraît justement insuffisamment viril. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui a une voix fluette, qui est un peu trop intello, qui a des citations littéraires qui l'encombrent, etc. Bon, c'est pas un vrai leader. Effectivement, c'est un contraste saisissant avec quelqu'un comme Doriot, par exemple, qui est quand même le plus populaire des leaders communistes. Hein. Je parle du Doriot des années 20 et du début des années 30. C'est un grand contraste, et qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc, Léon Blum est considéré comme un leader faible, toujours sous influence. À un certain moment, avec le Front populaire, ce sont les communistes, c'est-à-dire c'est Staline qui les manipule comme une marionnette. Avant, c'est Édouard Herriot, c'est les laïcs. Bon, il serait manipulé, il serait pas vraiment à la hauteur. Et bien entendu, cette critique de chansonnier, de dessinateur, est fortement connotée d'antisémitisme. Bien entendu, à l'époque, les allusions racistes sont, je dirais, tolérées dans la presse, et elle ne se fait pas faute de les utiliser. Elles ne sont pas répréhensibles par la loi, en effet. Article d'Émile Sabatier dans le Courrier de Narbonne, 1er août 1935. La ville de Narbonne est-elle encore en France ? Narbonne, la Rouge, est devenu un coin transplanté de Palestine où les marchands ont envahi le temple. Citoyens de Narbonne, comment pouvez-vous supporter la tyrannie de cet homme d'une autre race ? Quand on lit la presse, justement, Pascal Horry, de cette violence verbale, littéraire, entre guillemets, à l'égard de Blum, on s'interroge, qu'est-ce qu'il suscite comme violence, comme haine chez l'extrême droite française ? Qu'est-ce qu'il lui reproche, au fond, à Léon Blum ? Moi, je dirais rapidement, c'est un intellectuel, donc c'est une tête d'œuf, il n'est pas proche du peuple, et puis pas proche du peuple, il est juif. À mon avis, ça suffit, à la limite, hein, vous savez. Puis il a un corps qui n'est pas effectivement le corps viril d'une société qui voudrait avoir un vrai viril. Le vrai viril, j'ai cité Doriot, on pourrait citer Mussolini. Et ça, ce sont des vrais leaders. Ah, effectivement, Léon Blum n'est pas de cette famille-là. Noi creeremo il tipo fisico e morale dell'italiano nuovo. Rappelons que Mussolini arrive lui aussi de la gauche, d'ailleurs, au passage. Bien entendu. On fait un bon fasciste en venant de la gauche, c'est quand même plus facile. Le populisme, plus généralement, ça se retrouve déjà dans le boulangisme de Maurice Barrès et de quelques autres, se fait avec la convergence des extrêmes. La convergence des extrêmes, c'est un classique. Ça produit le populisme, une droite radicale dans un style de gauche radicale. Le populisme exacerbé, ça s'appelle le fascisme. Benito Mussolini, d'ailleurs son prénom, le rappel, vient de l'ultra-gauche. Son père était un homme d'ultra-gauche, puisqu'il lui a donné le prénom de Benito, hommage à Benito Juárez, le patriote mexicain luttant contre les Français. Lorsqu'éclate la guerre, qui ne concerne pas encore l'Italie, en août 1914, Benito Mussolini est le leader de la gauche radicale italienne. À partir de 1933, Benito Mussolini s'est senti moins seul sur la scène européenne. La première journée du Führer dans la ville éternelle se termine devant une multitude immense. Mais le grand rendez-vous est pour demain, via dei Fori Imperiali, où se déroulera devant Hitler l'imposante parade de toutes les forces guerrières italiennes. Aucun Romain ne manquera cet événement historique qui scellera le pacte de collaboration entre deux races nées pour s'entendre. Hitler, Mussolini, Charles Maurras et l'Action française, tous contre Léon Blum. C'est l'horizon du prochain épisode. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Face au loup. Léon Blum, une vie héroïque, est un podcast original de France Inter.